Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Béatrice Vessillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente au renouvellement urbain. Hier, Laurent Wauquiez a attaqué l'exécutif écologiste en disant « Vous ne pouvez pas vous comporter de façon dictatoriale ». Ça s'adressait à vous et à la concertation sur le PLUH que vous menez? Alors en matière de PLUH, on a fait beaucoup de concertations, à la fois avec les habitants, à la fois avec les maires. Et tous les points qui seront dans la modification qu'on mettra à l'enquête publique prochainement ont été tous discutés avec les maires, avec les communes, sur la base des remontées des habitants et des demandes des communes. Donc honnêtement, cette remarque est tout à fait malvenue. On va parler du PLUH et puis expliquer concrètement ce que c'est. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Laurent Wauquiez qui vous attaque sur là où ça fait mal, entre guillemets, là où on attendait les écologistes, sur la capacité à mieux concerter? Je pense que c'est tout à fait malhonnête comme procès d'intention parce que les projets sont beaucoup discutés avec les maires et avec les communes. Et effectivement, il peut y avoir des divergences sur des politiques métropolitaines, mais je rappelle qu'on a la légitimité du suffrage universel et que sur nos choix de politique métropolitaine, à un moment donné, si il doit y avoir des désaccords, eh bien on applique nos politiques métropolitaines, on acte de nos divergences avec les maires. Mais sur le PLUH, honnêtement, effectivement, il y a quelques sujets où on a des divergences avec certains maires, mais ils sont très marginaux à l'échelle de tout le plan local d'urbanisme. Et de toute façon, sur l'ensemble de nos politiques, nous travaillons dans l'intérêt des habitants, des Grands Lyonnais et des Grands Lyonnaises. Et du coup, cette attaque est tout à fait mesquine. Alors revenons sur le plan local d'urbanisme. Quelle était l'urgence à le modifier ? Alors, on avait un objectif de renforcer la dimension environnementale et la dimension de solidarité avec la question de la production du logement abordable. Donc, on avait déjà des objectifs de ce type-là dans le PLUH révisé, mais on voulait renforcer ces deux dimensions, la place de la nature en ville, la végétalisation. Il y a une urgence climatique à faire une ville qui soit plus adaptée à ces enjeux environnementaux. Et puis à produire plus de logements abordables. Donc nous avons engagé cette modification pour effectivement que la manière dont nous allons aménager la ville d'ici quelques mois, quand cette modification sera approuvée, soit plus en rapport avec les attentes sociétales et les besoins aujourd'hui dans notre métropole d'être plus solidaire et plus en phase avec les enjeux de végétalisation notamment, de paysages, d'environnement urbain plus adapté, plus respectueux à la fois du patrimoine bâti, du patrimoine végétal, qu'on ait une densité mieux gérée, on va dire. Alors je note que vous ne réutilisez pas le terme de bienveillance, qui est le terme que vous utilisez sur le site du Grand Lyon avec une vidéo où vous défendez un urbanisme bienveillant, qui est un peu le mot tarte à la crème. Est-ce que vous avez entendu les critiques sur les écologistes proclament qu'ils font le bien et c'est pour ça qu'ils n'écoutent rien? Non, je peux réemployer ce mot-là quand on parle d'espace public, pour que l'espace public soit partagé, vraiment accueillant pour toutes les catégories de population. En termes de PLUH, l'urbanisme doit être plus solidaire avec la production de logements abordables et plus respectueux des aspirations en termes de cadre de vie. Donc non, je n'ai pas de difficulté avec ce terme-là. Oh, c'est un terme qui est critiqué parce c'est un mot valise. Tout le monde est bienveillant dans l'espace politique. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas le contenu quand on affirme la bienveillance. En tout cas, en termes d'espace public, moi je trouve que ça a du sens de faire des aménagements plus apaisés, plus inclusifs, plus respectueux des différentes catégories d'âge, de favoriser différents usages de l'espace public et pas seulement des usages de circulation de la voiture. Donc là, on peut effectivement, le terme de bien-être s'applique et puis d'inclusion. À l'occasion de cette modification du PLU, on a noté que vous récupériez une partie des terrains qui étaient dévoués à l'anneau des sciences, mais pas tous. Ça veut dire que vous ne voulez pas hypothéquer l'avenir et que l'anneau des sciences, si une nouvelle majorité voulait le faire, pourra le faire?
Non, ce n'est pas tout à fait notre lecture. En tout cas, on a revisité toutes les emprises pour cette infrastructure. On en préserve la moitié qui pourrait être utile pour des projets urbains ou pour des projets de transport en commun. On en a supprimé environ un tiers et les 20% restants, on les transforme en corridors écologiques ou liaisons pour les modes actifs. Mais en tout cas, on trouve d'autres usages à ces emplacements réservés. Une autre majorité pourrait toujours casser ce qui a été fait, mais enfin, j'espère que d'ici là, on aura suffisamment ancré les nouvelles mobilités pour que chacun comprenne bien qu'il n'y a pas besoin de cet anneau des sciences. Donc les espaces resteraient disponibles si jamais une nouvelle majorité voulait le faire, mais, ou alors ce sera impraticable. Ah ben, certains seront aménagés en mode actif, certains seront des corridors écologiques, donc ceux-là, une fois qu'ils sont préservés, c'est quand même très difficile de les modifier. Et puis sur certains, si on a construit dessus pour faire des projets urbains ou réaliser des lignes de transport en commun, là, ce sera aussi très compliqué de faire une autoroute urbaine. Et puis de toute façon, je vous dis, je pense que dans quelques années, encore plus qu'aujourd'hui, chacun aura bien compris qu'on n'a pas besoin de cette infrastructure, qu'on se déplacera autrement, qu'on aura moins de voitures. On est en concertation sur la zone à faible émission en ce moment. On a vraiment un enjeu à baisser la circulation routière partout pour réduire la pollution. Et comme en parallèle avec le Citral, on développe beaucoup de projets de transport en commun, comme on va faire le réseau Express Vélo, on proposera à nos concitoyennes et concitoyens encore d'autres solutions de mobilité. Et vraiment, les autoroutes urbaines, c'est fini. C'était le siècle dernier. Par contre, vous développez les réseaux de transport en commun, notamment sur la périphérie. Quand on est en responsabilité de l'aménagement du territoire, est-ce qu'il n'y a pas un risque à développer les transports en commun et que du coup, on développe la densification urbaine, enfin l'étalement urbain, l'artificialisation des sols? Comment on conjugue les deux, offrir des transports en commun, mais s'assurer que tous les habitants du centre-ville n'aient pas envie de leur petite maison en périphérie de Lyon? Là, on fait notamment 3 lignes de tramway à Villeurbanne, entre Vaux-en-Velin et Villeurbanne, entre Vénissieux et Saint-Fond. On va desservir des quartiers, notamment des grands quartiers d'habitat social, des quartiers en renouvellement urbain. Donc au contraire, on apporte du transport là où il y a des habitants et où il y a des projets urbains importants, que ce soit le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, Saint-Jean à Villeurbanne ou le quartier du centre de Carnot-Parmentier à Saint-Fond. Donc on fait de la cohérence entre projets urbains et projets de tramway et on n'est pas du tout dans cette fuite en avant que serait l'étalement urbain. Après, amener le métro aux hôpitaux sud, ce qui sera le cas en 2023, c'est effectivement un risque. Il faudra bien organiser les rabattements en bus pour que les gens qui habitent en dehors de la périphérie viennent au métro, mais sans leur donner plus envie d'aller habiter au-delà. D'autant qu'on va créer une opération urbaine importante autour du Vallon des Hôpitaux, à Saint-Genis-la-Vanne. Il y a un projet de création de logements au plus près du métro. Donc on est bien dans ce souci de densifier autour des gares, autour des axes de tramway ou de métro, pour éviter que les gens aillent plus loin. Après, pour ceux qui veulent aller habiter en dehors, il faut aussi qu'ils aient de l'emploi en dehors. Notre vision, c'est de travailler en partenariat avec les territoires voisins pour que ce ne soit pas la métropole qui accapare tout le développement, mais qu'on ait un développement équilibré à l'échelle de l'aire métropolitaine lyonnaise et qui est aussi du développement économique dans les tissus urbains des communes alentours, pour ne pas favoriser cet incessant va-et-vient des déplacements quotidiens, en tout cas pour essayer de faire que dans chaque bassin de vie à l'échelle de l'aire métropolitaine lyonnaise, on ait aussi un équilibre habitat, emploi, service. Avec le risque, effectivement, quand on pose un métro qui va jusqu'à l'extérieur de la ville, que les gens se disent je peux prendre une maison de campagne encore un peu plus loin et aller retourner vers le centre-ville, vers les emplois en métro. Le métro, il était prévu avant qu'on arrive aux responsabilités. Ouais. Dans les projets qui sont impactés par le PLUH, et notamment à Oulin, le quartier de la Solais, quelles sont vos ambitions dessus ? Alors, l'opération de la Solais a été lancée en 2018-2019. On lui donne un caractère opérationnel, c'est-à-dire
qu'on aura vraiment des premières réalisations d'ici 2 ans, une opération de 800 logements, de l'activité économique, on a réorienté avec plutôt de l'activité artisanale que des bureaux. En matière de logement, on rééquilibre, on renforce le logement social et le logement en bail réel solidaire, qui est une forme d'accession sociale à la propriété. On va doubler le parc public qui était prévu initialement dans l'opération. Donc on veut faire un écoquartier vraiment exemplaire, très apaisé, avec des îlots sans doute sans voiture. On est très bien desservi par le métro, par le train. Donc on aura une approche de la ville apaisée et inclusive et bienveillante, très importante, des équipements publics, une crèche notamment, des équipements sportifs. Donc ce sera un beau projet d'urbanisme vraiment adapté aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, avec des constructions bas carbone, un réseau de chaleur très innovant, puisqu'on va récupérer la chaleur du réseau d'assainissement qui va à la station de Pierre-Bénite pour chauffer les logements. Voilà, c'est un dispositif innovant qu'on fera pour la première fois dans la métropole. Donc on a beaucoup d'ambition pour ce projet de la Soleil et surtout on va le discuter très prochainement avec les habitants qui n'en ont pas entendu parler depuis longtemps pour aménager les espaces publics en concertation. Une maison du projet sera installée en début d'année pour discuter avec les habitants du quartier existant, parce que c'est important que ce nouveau quartier fasse vraiment une accroche avec le quartier de la Soleil existante et le centre-ville, et que les habitants de la Soleil, qui est un quartier où il y a beaucoup d'habitants de ménages modestes, un quartier qui a un certain nombre de difficultés sociales et économiques, mais que ce quartier existant soit bien intégré dans le projet d'ensemble et que les habitants actuels profitent de ce nouveau quartier. Autre sujet d'urbanisme qui a été annoncé dans les semaines récentes, c'est l'aménagement de la rive droite du Rhône. Vous avez posé une ambition dans ce mandat. On va supprimer enfin l'autoroute sur les quais du Rhône. Effectivement, cette rive droite aujourd'hui qu'on appelle l'axe nord-sud dans le vocabulaire des Grands Lyonnais mérite une requalification complète pour qu'on retrouve un lien avec le Rhône et une qualité urbaine et une qualité de la ville apaisée comme on doit l'avoir à cet endroit qui est quand même, je le rappelle, dans le périmètre du patrimoine UNESCO de la ville de Lyon. Donc effectivement, on souhaite enlever 1 ou 2 trémies, on souhaite mieux partager l'espace au profit des piétons, des cyclistes, des transports en commun, et puis d'autres usages à inventer avec les habitants. C'est pour ça qu'on lance une concertation à partir du mois de novembre pour que les habitants, ceux qui travaillent dans la presqu'île, et puis tous les Grands Lyonnais, parce que c'est vraiment un espace d'envergure métropolitaine, puissent s'exprimer sur leurs envies pour cet espace-là, sachant qu'au fil des décennies, et notamment à la fin du XXe siècle, on a vraiment coupé cette partie-là de la ville de son fleuve. On est sur des quais hauts, il y a peu de quais bas. Alors évidemment, on n'arrivera pas à aménager comme en rive gauche avec des berges très larges, très généreuses, mais on a quand même des enjeux de retrouver un lien au moins visuel, et puis peut-être un usage du fleuve avec des haltes fluviales, et puis surtout de revégétaliser, de faire un corridor de fraîcheur, alors qu'aujourd'hui les plantations, elles ont été beaucoup abîmées au fil des aménagements routiers. Donc on a un vrai enjeu de qualité urbaine, d'environnement et d'usage pour faire de cet espace public un espace bienveillant et inclusif. Pour que ça réussisse, il faudra qu'il y ait beaucoup moins de voitures qu'aujourd'hui, ce qui pose des problèmes de circulation dans l'agglomération. Vous êtes prêt à une politique ambitieuse de ce point de vue-là ? Comme je le disais tout à l'heure, on développe un réseau de transport en commun, un réseau express vélo qui fait qu'il y a des alternatives au déplacement automobile. Donc de toute façon, sur cet axe-là, il y a certains endroits, il y a 8 voies de circulation. On est en plein centre-ville. Ce n'est plus du tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Et je vous rappelle que quand on a fermé un certain nombre de voies de circulation dans la métropole, que ce soit le tunnel de la Croix-Rousse il y a quelques années, que ce soit la rue Bouchu actuellement sous la gare de la Part-Dieu, le trafic s'organise autrement. Il y a même de l'évaporation, des gens qui changent de mode, et la vie continue. Donc on pense que à la fois avec des alternatives pour se déplacer autrement et avec la prise de conscience qu'il faut moins utiliser sa voiture, de toute façon, il faut réduire la place de la voiture sur ce quai en rive droite.
Comme les berges du Rhône pour Gérard Collomb, c'est peut-être le projet qui peut vous faire réélire la prochaine fois? En tout cas, c'est le projet qui améliorera la vie des Grands Lyonnaises et des Grands Lyonnais et qui leur donnera et qui donnera à ce quartier-là une nouvelle étape et dans le sens de la mise en valeur du patrimoine UNESCO et dans l'objectif de baisser la circulation et donc la pollution. C'est un projet qui aura toute son importance. On pense réaliser une tranche dans ce mandat-là parce que vous voyez, le périmètre, il est long entre le pont de Latte de Tassigny, donc tunnel de la Croix-Rousse jusqu'au pont Gallieni, pratiquement jusqu'à Perrache. C'est un projet très ambitieux qui sera au long cours et on pense faire une tranche sur ce mandat-là pour donner le ton et déjà offrir un nouvel espace public requalifié à nos concitoyennes et concitoyens. Allez, avant de vous laisser, je suis désolé, on a fait un petit peu plus long que d'habitude, mais avant de vous laisser, vous souteniez Éric Piolle au premier tour de la primaire des Verts, comme beaucoup de membres de l'exécutif de la métropole ou de la ville de Lyon. Est-ce que son échec n'est pas aussi un peu votre échec? Je n'ai pas cette lecture-là. Vous savez, les résultats sont très serrés, hein. Nos 4 candidats sont dans un mouchoir de poche avec un électorat qu'on ne connaissait pas. Bon, c'est la loi des urnes. Donc je pense qu'il n'avait sans doute pas la notoriété nationale qu'ont eu d'autres candidats ou la couverture médiatique. Après, il a beaucoup de qualités. Il a été réélu à Grenoble. Il a des compétences. Voilà, c'est le vote démocratique. Pour le deuxième tour, vous soutenez Jadot. Oui. Est-ce qu'il n'aura pas toujours le sparadrap de s'être retiré à la dernière présidentielle? Je pense qu'on est dans une nouvelle étape et que cet électorat des 120 000 votants ont bien conscience que ça peut être le premier président écologiste de France et qu'on regarde devant et non plus en arrière et qu'aujourd'hui les enjeux sont tels qu'on a vraiment besoin d'un nouveau souffle à la tête de la France et franchement la vision que porte Jadot et ses grandes capacités de rassemblement seront importantes pour ce deuxième tour. Béatrice Vessillier, je vous remercie pour cet entretien assez complet. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.